Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? De quoi on a parlé? Voilà, petite musique d'ascenseur, comme d'habitude. Ok, très bien. Réalité conventionnelle, Donc, réalité ultime. oui, on a parlé de quoi? Réalité conventionnelle, réalité ultime. Ah, réalité conventionnelle, réalité ultime, c'est possible. C'est possible. L'impermanence subtile. Ouais, ok. Ah oui, ok, oui aussi. Un petit peu parler, oh là, Il y a un écho, ouais, je sais pas où c'est. Ouais. on avait parlé de la différence aussi entre cognition et connaissance. Ah oui, Donc, ok. c'est cognition comme événement mental et connaissance comme contenu informatif. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. Bravo, bravo, bravo. Eh ben, on a dit tout ça, c'est parfait. Et on a été jusqu'à la page 19 normalement. Et donc on va continuer. On va continuer. On essaiera peut-être à l'avenir, grâce à Venir Update Chain, d'avoir un Google Doc. Comme ça, on pourra, si on trouve un truc à modifier, faire une suggestion. Et puis après, elles vont pouvoir modifier ou pas en fonction des suggestions qu'on aura faites sur le texte. Ouais, très bien. Donc c'est juste, voilà, je vous dis ça, c'est juste en plus, mais sinon, normalement, vous avez le livre ou le PDF. Ok. Très bien, donc page 21, c'est la préface de l'édition anglaise. Ouais, hommage à Manjusri. Ouais, Manjusri, c'est qui? Celui qui connaît. Celui qui Le connaît Bouddha tout. de la sagesse. Et le projet. Oui, Bouddha oui, Sagesse. exactement. Le Bouddha de la sagesse, oui, Arya Manjusri. Soit on dit que c'est un bodhisattva, l'un des 8 bodhisattvas proches du Bouddha. Soit on dit que c'est dans les tantras, on va dire que c'est un Bouddha pleinement éveillé. Ouais, ok. Et donc, souvent d'ailleurs, c'est à lui qu'on rend hommage quand on fait les débats. Ouais, on commence par, quand il y a les débats formels dans la tradition indo-tibétaine, on récite sa syllabe germe, di, et ensuite en tibétain on dit jitar chö tien. On dit de la même façon que Arya Manjusri a débattu, voici le sujet. Ouais, donc il y a plusieurs façons de traduire ça. Donc c'est pour rendre hommage à Arya Manjusri parce que c'est le Bouddha de sagesse, et donc pour nous aider à cultiver la sagesse. Ouais, très bien. Et donc là c'est Elisabeth Napper qui parle. Lati Rinpoche, c'est celui qui est en photo qui était en fait. C'était maintenant sa réincarnation est assez jeune. Je ne sais pas à quel âge il a maintenant, mais voilà, c'était l'ancien Lati Rinpoche. Est un lama tibétain de l'ordre Gelugpa. Ouais, donc on peut mettre une minuscule à Gelugpa parce que c'est un adjectif. Ouais, donc voilà, c'est juste comme ça qu'on peut faire. On peut standardiser. Quand c'est le nom d'une école, quand c'est le substantif, on peut mettre une majuscule. Et quand c'est un adjectif, on peut mettre une minuscule, pourquoi pas. Qui fut abbé du collège Shardze du monastère de Ganden, à Mungod, dans le sud de l'Inde. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas. Il y a les grands monastères qui ont été reconstruits grâce à Sainte Dalai Lama en particulier et au gouvernement tibétain en exil. Et donc, il y a les grands monastères, Jepung et Ganden. Et l'autre, la grande université monastique Gelugpa, se trouve à Belakupe, Sera, c'est à côté de Belakupe. Mais à Mungod, à côté de Mungod, la ville indienne de Mungod, il y a Ganden et Jepung. Et ces différents monastères ont des collèges monastiques. Ouais, ça veut dire ils ont des distinctions par rapport à leur manuel. Ouais, salut Gina. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Donc on est à la page 21. Ouais, D'accord. ouais. Et puis, donc voilà, ces monastères, donc bien sûr, il y a d'autres monastères, mais là, c'est les plus grandes universités monastiques qui sont divisées en plusieurs collèges. Ouais, donc c'est juste, voilà, Shardze, c'est l'un des collèges monastiques de Ganden, tout simplement. Ok. Donc, lors de son séjour à l'Université de Virginie, dont il fut l'invité en qualité de chargé de cours de mars 77 à mai, de mars 76 à mai 77, il entreprit le commentaire oral, une présentation Gelugpa. Voilà, là on peut rajouter PA, Gelugpa, parce que c'est l'adjectif. Ouais. Contemporaine, c'est-à-dire que c'est assez récent ce texte hein, sur l'Oric, les consciences et cognition, ou esprit et cognition, écrite par Geshe Jampel Sampel. Donc c'est ce texte-là qui est commenté la plupart du temps par la Rinpoche. Et bien sûr, il fait aussi des comparatifs avec d'autres textes. Donc vous avez dans la note, vous avez le titre en anglais et on l'a en tibétain. Ah, il y a un partage d'écran. Qui c'est qui fait un partage d'écran? Ouais. Alors, qui reconnaît Ouais, c'est Bernard, ça, c'est Bernard. Ah, d'accord.
Et oui. Voilà. Et donc, voilà, on a le texte. Hein? On a le texte, on pourra s'appuyer dessus pour redonner les définitions à partir du tibétain, hein, parce que là, les définitions ont été traduites à partir de l'anglais, on pourra les retraduire à partir du tibétain. Ok, très bien. Donc, ce commentaire de la Télépotier a été enregistré, traduit, édité, etc., etc. Oui, donc comme ça se fait souvent. Ok. Et, donc, il a donné des détails propres aux commentaires oraux, ça veut dire qu'il donne les différents points de vue d'autres écoles, ou pardon, d'autres manuels. Ok. Et donc la première partie est une introduction sur les explications de la Télépotier, mais aussi sur deux autres représentations de l'oric, donc de l'esprit et cognition. L'une étant l'explication et la présentation des objets et des possesseurs d'objets, ainsi que de la conscience et des cognitions. Donc l'oric, oui, de Purbutchok Jamba Gyatso. Ouais. Ok. Donc, il y a eu bien sûr des transcriptions qui ont été faites en français. Et donc, souvent, quand on francise, l'idéal, c'est de rajouter un D. Si on veut vraiment être cohérent et mettre à chaque fois une transcription, si on dit Jamba, à ce moment-là, il faudrait mettre un D. Mais, personnellement, moi, j'ai une façon de transcrire le tibétain et le sanskrit qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le J est toujours prononcé Ja, de toute façon. Ouais, donc il n'y a pas besoin de rajouter un D. Donc si ça vous intéresse, je vous enverrai un petit texte qui s'appelle Précision phonétique pour le lectorat français. Il y a quelqu'un qui reçoit ses notifs. Ou alors c'est un micro-ondes. Ok. Euh, Et donc, oui, enfin voilà, c'est juste des trucs de transcription, c'est pas très intéressant. L'autre est une présentation de l'Oric de Jamyang Shepa, Kunkian Jamyang Shepa. Donc pour celui de Yongzin Purbuchok, c'est celui qu'on étudie dans les basic programmes en général, dans la FPMT. Et vous avez une brève introduction dans Pointing the Way to Reasoning. Dans la seconde partie, il y a une partie sur l'Oric. Le texte principal, c'est un autre l'Oric, d'un autre maître, mais l'introduction, c'est le tout début du Yongzin l'Oric, celui qu'on étudie à la FPMT dans les basic programmes, qui est très intéressant. Vous avez celui de Kunkian Jamyang Shepa qui n'existe pas en français, et il y avait Otok Rinpoche, l'un de mes maîtres, qui avait donné des commentaires assez étendus hein, sur ce texte dans les Alpes, en France, il y a quelques années, ouais, de 2000, vers 2012, 2014, quelque chose comme ça. Euh, Après avoir été désigné par sa sainteté Dalai Lama pour faire ça, justement, pour donner ses cours. Et donc, il a commenté le texte de Konkian Jamyang Shepa de manière assez détaillée, qui est vraiment très bien aussi. Et donc, ici, donc c'est Elisabeth qui parle. J'ai reçu pour ces deux textes des enseignements approfondis de la part de la Télépotier de Geshe Genjun Lodre pour le second, qui fut professeur invité à l'Université de Virginie, janvier-août 79. Donc, nous, on a de la chance parce que nous aussi, on a été exposés à ces textes-là. C'est ça qui est génial, ceux qu'on fait un basic programme. Et à l'époque, quand Otok Rinpoche avait donné ses cours sur le texte de Jamyang Shepa, ça avait été enregistré, il y avait des gens qui avaient fait des transcriptions, et donc Rinpoche avait souhaité qu'on puisse un jour en faire une transcription plus, comment dire, relue, etc. Donc bien sûr que ça demande du boulot, donc c'est toujours en attente, ça fait pas mal d'années, mais parce que il y a d'autres tâches qui surviennent entre-temps. Mais c'est toujours disponible, c'est ça qui est bien. Ok. Donc les documents consultés pour ce travail sont exclusivement d'origine tibétaine. Donc bien sûr que là, on a des traductions anglaises et françaises. Hein. Celui de Yongzin Purbuchok a été traduit en français à la FPMT et aussi en anglais, bien sûr. Mais sinon, pour Kongyang Jamyang Shepa, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et Geshe Jampel Sambel est là-dedans et on pourra bien sûr le refaire à partir du tibétain. C'est bon, très bien. Ok. Donc c'est juste pour voir qu'il est intéressant, comme dit Vener Geshe Jakpa, quand il donne le basic programme en ce moment au Sankara Chakra, justement sur l'Oric, qu'il est important de comparer ces différents textes, ces différentes définitions. Ça permet d'approfondir notre point de vue. Donc c'est pour ça que la Rinpoche fait ces comparaisons. Ouais. Ok, donc vous avez les titres des textes qui sont mentionnés dans les notes. Voilà, donc ça c'est
pas très grave. Pas très important, je veux dire. Ok. Et ensuite, à la page 23, les titres complets en sanskrit ou en tibétain sont disponibles dans la bibliographie en fin d'ouvrage. Donc, les noms tibétains sont donnés sous une forme aisément prononçable, mais là encore, il faudrait peut-être standardiser par rapport à la façon de transcrire, c'est pas très grave. Et ensuite, un point important ici, les termes conscience conceptuelle, cognition conceptuelle et pensée ont été différemment employés pour traduire le mot tibétain torpa, oui, en sanskrit kalpana. Ok, donc une conscience conceptuelle. Donc on va voir tout ça, bien sûr, progressivement. Et là, on entre dans le vif du sujet de cognition et conscience et cognition, donc lorik. Ouais, Ouais. ok. Ah, super. J'avais hâte, j'avais hâte. Très bien, donc conscience et cognition et l'étude de la conscience de l'esprit. Ouais, ça vous l'avez bien compris. La compréhension de l'esprit est essentielle à la compréhension du bouddhisme sous son double aspect théorique et pratique, car le processus visant à atteindre l'éveil consiste en une purification complète de l'esprit et en un accroissement complet de ses capacités. C'est génial ça. Bonjour Corinne, bienvenue. Oui, merci. On est à la page 27. On est entré dans la préface. C'est la préface ou la présentation? La présentation Présentation. d'Elisabeth Napper. Et donc, ça, c'est très important, comme vous le savez, hein, cet aspect théorique et cet aspect pratique. Ça veut dire que l'esprit, comme on l'a dit la dernière fois, bien sûr que c'est quoi la définition? Claire et connaissance. C'est clair et cognitif. Clair et cognitif. Voilà, clair et cognitif, ouais. C'est clair et c'est cognitif. Ouais, ok. Et donc, ça, c'est facile d'imaginer ce que ça veut dire clair. Il y a plusieurs façons de le comprendre. La Rinpoché va en parler. Et cognitif aussi, c'est assez simple. Ça veut dire que ça connaît ces objets, ouais. Ok, ça ne les connaît pas nécessairement de manière totalement valide, avérée, etc. Et donc, connaître une définition, c'est assez simple. Mais l'idéal, c'est à la première personne, comme on l'avait dit, à la première personne, comment est-ce qu'on observe son esprit, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a ces cours sur le Mahamudra aussi, ouais. Par exemple, quand Jador Rinpoche va venir à Nalanda, il va donner des instructions sur le texte de Panchen Rinpoche, et en ce moment, Vénérable Robina aussi donne des cours là-dessus, ouais. Et donc, avec les éditions Mariana. Hein? Personne, et donc bien sûr en particulier la conscience mentale. Vous m'entendez? Oui. C'est un peu Ouais, ça. Ah oui, ok. Ok, c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi. Ok. Donc, en particulier, la conscience mentale. La conscience mentale, c'est celle qu'il faut essayer de déterminer, d'observer à l'expérience et de se focaliser dessus et ensuite de découvrir sa nature ultime. Donc, ça, c'est le Mahamudra des sutras, ouais. Et ensuite, bien sûr, ça aide énormément pour les pratiques tantriques. Quand on fait la dissolution, les différentes dissolutions, etc., dans les pratiques des tantras supérieurs, c'est très utile d'apprendre à méditer sur la conscience mentale, puisque c'est à partir de cette dignité divine du Dharmakaya qu'on va manifester tout le mandala, etc. Donc ça parle uniquement pour les personnes qui sont exposées au tantra, mais ça a beaucoup, beaucoup d'implications. C'est-à-dire que connaître la nature de l'esprit conventionnel, la conscience mentale, ça nous permet aussi de déduire les... Oh, mince. Oh, On est coupé. On est coupé. On est coupé. pire. Et il n'entend pas, il n'entend pas. Mince. Mince. Est-ce qu'on peut envoyer un message? J'ai envoyé, Ah, merci. mais je ne sais pas si je peux le dire. Allô, oui, ça y est, désolé, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'électricité, donc je suis sur mon hotspot. Vous m'entendez là? Oui, oui. Là maintenant, Ok. oui. Attends. Ok. On Donc, entend disait- la conscience mentale, ouais. Ok, la conscience mentale. Alors la conscience mentale, ça s'est arrêté où? Le Mahamudra. Aux trois Oui. dissolutions, je crois.
Ah, voilà, exactement, les dissolutions, les tantras, etc. Très bien, donc ça, c'est très important. Et aussi pour déduire les renaissances. C'est-à-dire qu'il faut avoir une perception directe de ce qu'est l'esprit pour déduire le renaissance, pour voir que le corps et l'esprit ont une nature discordante. Ouais, et donc, le corps ne peut pas engendrer l'esprit, ouais, ne peut pas être la cause substantielle de l'esprit, etc. Donc ça, c'est très important. Et aussi pour déduire la possibilité de l'éveil. Ouais, ça veut dire que si on observe à la première personne que l'esprit a cette nature de clarté cognitive, peut connaître ses objets pour peu que les conditions soient appropriées, on peut déduire la possibilité de l'éveil, etc., etc. Ouais, quand on médite sur les 4 placements de l'attention, sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes, c'est en particulier la vacuité de ces différents supports de méditation. Donc méditer sur la vacuité de l'esprit nous permet de certifier aussi la possibilité de la libération, les vraies cessations, etc. Donc il y a énormément d'applications très pratiques au fait de connaître notre esprit, ouais, surtout la conscience mentale. Et donc là, c'est l'aspect théorique qui est plutôt mentionné dans l'aurique, ça veut dire quels sont les différents types de conscience, est-ce qu'on est plutôt à côté de la plaque, est-ce qu'on se rapproche plutôt de la réalité telle qu'elle est, etc., etc. Ouais. Donc c'est important aussi, bien sûr, de connaître ces différents types de points théoriques. Ok, très bien, très bien, très bien. Oui, salut Marie. Ok, bienvenue, il n'y a plus d'électricité. C'est pas le groupe de discussion, hein, c'est connaître l'esprit, ouais. Oui, je sais. Ok, Oui, je sais. ok. C'est pas le groupe de discussion. Non, c'est connaître l'esprit. Ah ben oui, connaître l'esprit, Ok, ça ferait pas de mal. bienvenue. Ah, ouais. Donc il n'y a plus d'électricité, donc on est sur le portable. Mais j'espère que ça va tenir. On ne dérange pas, ça. Non, du tout. Non, 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 mais moi j'ai devais être à seconde. Ok. Sinon, on est là-bas. Non, non, c'est pas dérangeant. Très bien. Et donc, ensuite, on est au deuxième paragraphe, ouais, de cette page 27. Quoi qu'étant associés, l'esprit et le corps ne sont pas indissociablement liés. Ils ont en effet des causes substantielles différentes. Qui a la définition d'une cause substantielle? Ce qui produit substantiellement son effet dans son continuum, non, c'est ça? Oui, Tout à c'est une fait. bonne paraphrase. La définition d'une cause substantielle. C'est quoi une cause substantielle? Si vous deviez la décrire, par exemple, prenez par exemple, La graine est une cause substantielle pour pouvoir avoir un arbre. oui, par exemple, Marie dit, si vous voulez un arbre, la cause substantielle sera quoi? La graine. Hmm. Oui, c'est-à-dire que c'est la graine dont l'entité se transforme pour donner l'arbre. Mhm. Ouais. Et donc c'est ça une cause substantielle. La définition d'une cause substantielle, c'est ce qui produit principalement son effet substantiel dans son continuum substantiel. Ce qui produit principalement son effet substantiel dans son continuum substantiel. Donc on pourrait l'appliquer à, par exemple, la cause substantielle d'un arbre. La cause substantielle d'un arbre, c'est ce qui produit principalement l'arbre dans son continuum substantiel. Hmm. Ouais. Le grain de riz, par exemple. Ou un grain de riz, enfin, on peut l'appliquer à plein de choses, ouais. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est l'entité même de la cause qui se transforme pour donner l'entité de l'effet. Ouais. Ouais. Hmm. Et donc c'est ce qu'on disait jusqu'à l'instant. Méditer sur la conscience mentale, ça nous permet d'inférer les renaissances. Ouais, de se dire que la conscience en général et la conscience mentale en particulier, c'est clair et cognitif, ouais. C'est non physique, c'est immatériel, c'est cognitif, ça connaît ses objets, mais le corps ne connaît pas ses objets. Ouais, à part chez les Vaibhashika. À part chez les Vaibhashika. Les Vaibhashika disent que les facultés connaissent leurs objets. Ouais. Mais les autres écoles bouddhistes vont dire non, la faculté, elle ne connaît pas ses objets. Un cadavre, vous pouvez lui parler autant comme autant, il ne va pas vous répondre, il ne connaît rien. Si vous faites un électroencéphalogramme d'un cadavre, que ce soit un insecte, un animal, un être humain, on verra qu'il ne certifie rien, qu'il n'y a aucune aire qui s'active. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Donc ça donne un indice par rapport au fait qu'il n'y a pas de mouvement dans la conscience. Oui, Eustache? Juste une question, est-ce qu'une intention peut être une cause substantielle? Est-ce qu'une intention peut être une cause substantielle? Waouh! Ah, Ça, ça, c'est de la question. Ça, c'est de la question, ça. À quelle heure?
8h51 du matin à vendredi. Il n'y a pas de problème. En effet, ça veut dire que on pourra dire que il faut spécifier. En fait, on pourra dire qu'une intention va être la cause substantielle de la graine qu'elle va laisser dans l'esprit. Puisque l'intention, comme vous le savez, le facteur mental intention, c'est le karma. Ouais, c'est surtout ça le karma, c'est le facteur mental intention. Et donc, une fois qu'on a accompli un acte intentionnel, qu'est-ce que ça laisse? Une graine. Des traces, des graines, des empreintes, ouais. Et donc, ces empreintes, elles naissent nécessairement d'une cause substantielle, qui va être cette intention. Ouais. Mais ça pose question, oh là là, oh là là, ça c'est la question à 1 milliard d'euros. Est-ce que ça peut être aussi la cause substantielle de l'acte? Parce que quand on commet un acte, il y a l'intention qui doit être dedans pour que le karma soit complet. Oui. Est-ce que ça peut être aussi une cause substantielle? Pour l'acte lui-même, on pourra dire que ça va être associé à l'acte lui-même. D'accord. Ça va être conjoint à l'acte lui-même, mais ça ne va pas être nécessairement la cause substantielle de l'acte lui-même. Ouais. Par exemple, si c'est un acte physique, la cause substantielle de l'acte physique, ça va être le corps. Oui. Ouais. Ok. Très bien. Oui, mais le karma, c'est un composé non associé, non? Alors, si on dit que le facteur mental intention, c'est le karma, dans ce cas-là, est-ce que c'est un facteur composé non associé ou est-ce que c'est de la conscience? Ah, La c'est ça. conscience, c'est un facteur mental. Un facteur mental, c'est de la conscience. Ouais, Oui. Par contre, c'est Les là où je graines. rejoins Bernard. Les graines. Les graines, C'est des composés non associés. les graines ne sont pas de la conscience. non. Voilà. Les graines, ce sont des potentialités, oui. Mm. C'est impermanent, c'est pas de la forme et c'est pas de la conscience. Donc, ce sont des composés non associés. Mhm. Ouais, tout le monde comprend ce que veut dire composé non associé? Ok. Composé non associé, ça veut dire que c'est un impermanent, ça change d'instant en instant, mais c'est pas de la forme et c'est pas de la conscience. Ouais. Et donc une graine, c'est un composé non associé. Et donc l'intention, c'est un facteur mental, c'est de la conscience, et la graine, qui est son effet substantiel, c'est un composé non associé. Donc la conscience peut être la cause substantielle de ce qui n'est pas de la conscience. C'est bizarre, ça. Pas possible. Ah, Ouais. Ça est c'est bizarre. bizarre. Mm. Par exemple, hier soir, on s'est tous endormis. J'espère. J'espère qu'on a tous dormi hier soir. Très bien. Donc, au moment où on a commencé à s'endormir, qu'est devenue notre conscience visuelle, par exemple? Est-ce qu'elle a totalement disparu? Notre conscience auditive aussi. Est-ce qu'elle a totalement disparu? L'attente. Non, elle Oui. était là. Hein? Quoi? Elle s'est résorbée. Elle s'est résorbée. Elle est restée à l'état latent. Un Elle éveil. n'est pas latente. Et donc, cette latence, c'est quoi? C'est des graines, non? Une latence, c'est un composé non associé. Ah ouais, alors. C'est-à-dire que notre conscience auditive n'a pas cessé d'exister, sinon personne n'aurait entendu son alarme ce matin. Je ne serais pas venu ce matin, je serais en train de roupiller. Et donc, si la conscience auditive est toujours présente, elle est toujours présente, mais de manière latente, et donc sous forme de graines. Donc, ça veut dire que hier soir, nos consciences sensorielles se sont résorbées sous forme de graines. Pendant la nuit, c'était des graines. Et ce matin, les graines ont à nouveau engendré des consciences. Donc, c'est-à-dire que la conscience peut être la cause substantielle d'un composé non associé, et le composé non associé peut être lui-même une cause substantielle d'une conscience. Mais quelle histoire. Alors, Ah oui, comme tu dis, Dominique. Ça, c'est très important, ce point-là. C'est pour ça qu'on va peut-être y passer du temps. C'est très important. On a le temps, hein, en même temps. Hein, si on n'a pas fini le livre dans un mois, c'est pas grave. C'est pas prévu pour le terminer dans un mois. Un peu plus loin, il sépare le facteur mental de la conscience. Hein, pardon? Un peu plus loin, il sépare le facteur mental de la conscience. Exactement. Facteur mental et conscience. Ah ouais. Il y a combien de possibilités? Entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités. Facteur mental et conscience, je l'avais noté. Le facteur mental, c'est nécessairement de la conscience, mais si c'est de la conscience, c'est pas nécessairement le facteur mental. c'est 3 possibilités. Moi, oui, moi aussi, je dirais 3 possibilités. Je dirais Il y a plusieurs 3 possibilités. Ok.
Très bien. Donc, il y a combien de 3 possibilités là? 1, 2, 3 ici. Donc, ça fait 9 possibilités. 12. Oula. 12. Il paraîtrait qu'il y en ait 4. Il paraîtrait qu'il y en ait 4. 4. Ah, ouh là là. Ok, donc là, dans ce cas-là, c'est à la fin du livre. Il faut faire attention comment c'est traduit. Il faut distinguer entre cognition Ah ouais. et cognition mentale. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, on peut faire 4 possibilités. Donc ça, c'est à la fin du livre. On y Oui, reviendra. c'est clair, ouais, c'est vrai. Ouais, on y reviendra. Mais là, normalement, si on parle de facteur mental et conscience, pas conscience principale, hein, attention, hein. On ne parle pas des consciences principales. Les consciences principales, c'est quoi? C'est Ouais, les 7. Les 7? Les- Non, 6, 5 consciences sensorielles, une Et elle, conscience elle est mentale. Ok, 5 consciences sensorielles, une conscience mentale, ouais. Ouais. voilà. Ok, très bien. Donc ça, c'est les consciences principales. Oui. Ouais, et quand on les compare avec les facteurs mentaux, c'est C'est contradictoire, ça. contradictoire. Oui. D'accord. Et si c'est une conscience principale, c'est nécessairement pas un facteur mental. Non. Si c'est un facteur mental, c'est nécessairement pas une conscience principale. Ouais. Par contre, si on dit pas principal, on dit juste conscience, facteur mental et conscience, c'est 3 possibilités. Oui, c'est Oui. ça. Un facteur mental, c'est nécessairement de la conscience. Ouais. Ouais, comme le facteur mental intention, c'est de la conscience. Ouais. Mais une conscience n'est pas nécessairement un facteur mental. Par exemple, une conscience principale. Mais par Ouais, exemple, ça va? le doute, on dit que c'est les deux. Alors, le doute, en fait, on dira que les facteurs mentaux et les consciences s'imprègnent, sont une même entité substantielle. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on a un doute, ben, le doute va faire douter toute la conscience qui est associée à ce Ouais. doute. Ouais. Donc, notre identification va douter, notre sensation va douter, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le doute soit à la fois une conscience principale et un facteur mental. C'est impossible, en fait. Ouais. J'ai une question. Oui. Si je ne dis pas faux, dans le Sutra du cœur, on dit il n'y a pas d'élément du mental et d'élément de la conscience du mental. Oui. Il y a deux trucs, je n'ai jamais compris. Exactement. Donc dans le Sutra du cœur, c'est il n'y a pas d'éléments, etc. Oui, parce qu'on parle des éléments, les dhatus. C'est quoi les éléments d'ailleurs? Il y Il y en a 12. Alors, pas les 5 éléments, Ah oui. les 18 éléments. 18. À 18. Il y a les 12 sources et puis les 6. C'est les Oui. facultés, les consciences et les objets. Ok, donc ça nous permet d'établir vraiment les bases de ce dont on est en train de parler avec Lorik. Ouais, les bases. Ok, très bien. Très bien. Donc en effet, on a 6 facultés, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. On a 5 facultés sensorielles et une faculté mentale. Ouais. Et donc c'est ça qu'on dit quand on dit le mental, c'est la faculté mentale. Ouais. Et ensuite, ces 6 facultés peuvent rencontrer 6 types d'objets. Ouais. Donc les objets visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs, tactiles, les objets mentaux. Ouais, donc ça fait 6 et 6, 12. Donc là, on parlera des 12 sources. Ouais. Des sources, pourquoi? Parce qu'elles vont engendrer des consciences correspondantes. Ce sont des sources des consciences correspondantes. Conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. Et donc, si vous avez les 12 sources plus leurs résultats, les 6 consciences, vous avez les 18 atouts. Ouais, donc quand on parle de la conscience mentale, c'est celle qui est engendrée par une faculté mentale et un objet mental. Mais ça ne dit pas que la conscience mentale et l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale. Ça dit deux choses sur le mental. Oui, l'élément du mental. Bonjour monsieur. J'ai jamais compris Bienvenue. pourquoi il y en a deux. Parce qu'il y a l'élément, le mental, qui va être la faculté, et la conscience mentale. En français, ils ont mis la conscience du mental, mais c'est une mauvaise traduction, c'est la conscience mentale. Cette conscience mentale, elle est le résultat de ce mental, qui est la faculté. Ouais, par exemple, quand on parle de la conscience visuelle, vous avez un objet visuel, une faculté visuelle et une conscience visuelle. Ouais. Pour le mental, ça va être pareil, vous avez un objet mental, une faculté mentale et une conscience mentale. Ça revient au même. Donc il y a le mental et la conscience mentale qui sont l'un est la cause, l'autre est l'effet. Mais pourquoi on ne fait pas ça pour l'œil, le nez, on fait ça que pour le mental? Ben, si pour l'œil, le nez, il y a aussi l'élément de l'œil. Ouais. La faculté visuelle, la conscience. Allez, je pose la question sur ça.
Non, normalement, en tibétain, alors en français, il y a peut-être une petite imprécision, mais en tibétain, c'est clairement mentionné. Il y a les 12 sources, et donc les 18 dhatus. Ouais. Oui, je suis d'accord, Ouais. mais dans l'histoire du cœur, la façon dont c'est dit, on dirait que pour le mental, il y a deux choses. Oui. Alors, il y a deux choses pour mental, puisqu'il y a la faculté mentale et la conscience mentale. Il n'y a pas ça pour l'œil et Ah si, pour l'œil, il y a la faculté visuelle et la conscience visuelle. Oui, bah, C'est peut-être pas mentionné clairement comme ça, mais en tibétain, c'est clair. ça fait longtemps que je me pose la question pourquoi il y en a deux pour celui-là et pas pour les autres. Alors, c'est peut-être la traduction qui veut préciser. Et qui... Oui, non, c'est la traduction qu'il faudrait préciser. Ouais. Bon, voilà. Ok, donc ça parle à tout le monde, ça veut dire que vous avez les objets, les facultés qui rencontrent ces objets et les consciences qui sont générées à partir de la rencontre entre les objets et les facultés, ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc ça, c'est très important, ouais. Donc c'est là où on parle des 18 dhatus, ouais. Les 18 éléments. Ok, très bien. Très, très bien. Et donc, en effet, ce qu'il faut faire attention, on va vous entendre. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'en effet, une cause substantielle. Donc, une cause substantielle, c'est quoi la définition? La cause substantielle d'une table? Qui produit son effet, on a dit. Substantiel dans son continuum. Dans son continuum substantiel, ouais, ça c'est très important. C'est ça qui fait la différence, ouais. Par exemple, si vous avez l'arbre, la cause substantielle, c'était la graine, et les conditions coopérantes, c'est quoi? La pluie, le soleil, la terre, etc. Ouais. Ok, très bien. Pour une table, c'est bien plus compliqué. Et pour une table, la cause substantielle, ça va être le bois de la table, si elle est faite en bois, et conditions coopérantes, le menuisier. Ouais, ouais, ça joue. Ok, ça joue. Oui, Donc la condition coopérante, c'est ce qui reste pas après. En fait, la condition coopérante, c'est son entité ne se transforme pas pour donner l'effet. Ouais, elle contribue à la production de l'effet, mais par exemple, le corps et l'esprit, c'est exactement ce dont parle Elisabeth Napper là. Le corps et l'esprit ont des entités substantielles différentes. Par exemple, si vous avez un cerveau humain, vous aurez une conscience humaine. Si vous avez un cerveau de carlin, vous aurez une conscience de carlin. Si vous avez un cerveau de déva, vous aurez... je ne sais pas si les dévas ont un cerveau. Okay. Peut-être un cerveau subtil, des dévas, les dieux. Qu'est-ce que c'est un carlin? Un carlin, c'est un chien. Ok. Désolé, mon exemple était trop précis. J'aurais pu être encore plus précis. Ok, très bien. Si vous avez une faculté mentale d'un déva, vous aurez une conscience de déva. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, ça veut dire que si on a un cerveau humain, on aura une conscience humaine. Donc, le cerveau, c'est une condition coopérante pour avoir une conscience humaine. Vous êtes d'accord? Le corps humain est une condition coopérante pour avoir une conscience humaine, mais n'est pas sa cause substantielle. Ce n'est pas le corps lui-même dont l'entité se transforme pour donner l'entité événement mental. C'est la condition coopérante. Exactement. Seul un instant de conscience immédiatement antérieur est une cause substantielle directe de ce moment de conscience. Oui, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti pour prouver les renaissances. Il dit ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Il dit cela, ouais. Mais on vient de dire que quand vous vous endormez, votre conscience visuelle donne quoi? Une graine de conscience visuelle. Ou quand vous venez d'avoir une intention, cette intention donne une graine karmique. Et donc, il y a la cause substantielle d'un facteur composé non associé. Et ce facteur composé non associé n'est pas de la conscience. Donc, ça contredit Acharya Dharmakirti quand il dit ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Non, C'est mais on ne le dit pas, puisque ça s'est Mais ça semble le contredire, puisque la conscience visuelle, c'est de la conscience. la conscience visuelle, c'est de la conscience, mais quand elle se résorbe, elle est sous forme de graine. Oui. Elle est sous forme de graine. Oui. Oui. Et donc, une graine, c'est quoi? C'est un composé non associé. Oui. C'est un impermanent qui n'est ni ni conscience ni matière. Si c'est pas de la conscience, comment est-ce que la conscience peut engendrer ce qui n'est pas de la conscience, contrairement à ce que vient de dire Acharya Dharmakirti? Si c'est ni conscience ni matière, c'est pas que c'est pas de la conscience. C'est que c'est ni conscience ni matière. Donc ça pourrait être ni conscience ni matière et être de la conscience. Oh là 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 là. Non. Ça se met Ça pouvait provoquer, ça pouvait pas de solution. provoquer, on a dit.
La conscience. On ne fournit pas les aspirines. Hein. Non, on a dit doliprane. C'est ni conscience ni matière. Donc ça, c'est très important de se dire, OK, quand on a un acte intentionnel, l'intention, merci Eustache pour ta question, elle va nous faire toute l'heure. C'est très important, parce que c'est lié justement à ce que dit Elisabeth Napper à la page 27. 27, c'est ça? Oui, exactement. Et donc, le corps n'est pas la cause substantielle de l'esprit, et l'esprit n'est pas la cause substantielle du corps, ouais, parce que le corps n'est pas de la conscience, et la conscience n'est pas physique. OK. Mais là, on dit qu'une fois qu'on a eu un acte intentionnel, cet acte va laisser une graine karmique. Ouais, les graines karmiques, elles vont rester dans la conscience, ou le simple jeu pour les prasangika, mais ici on est chez les Sautrantika, dans la conscience, ça va rester jusqu'au moment de l'éveil. Ouais. Et donc au moment de l'éveil, toutes les graines karmiques sont éliminées. Ouais. Et donc ça veut dire que ces graines karmiques, c'est quoi? Ce sont des composés non associés. C'est pas de la conscience. C'est impermanent, mais c'est pas de la conscience. Alors, Et ces graines karmiques peuvent engendrer une sensation plaisante, une sensation déplaisante. Et la sensation, c'est quoi? facteur mental. C'est un C'est de la facteur. conscience. Mais c'est un facteur, oui, c'est principal. Oui. C'est quoi? C'est une conscience principale aussi. Ah non, c'est un facteur mental. La Ah sensation. non, ça ne peut pas être une conscience principale. Ouais, si c'est un facteur mental, ouais. Oui, c'est un facteur mental, mais ça fait partie. Oui, c'est un agrégat. Omniprésent. Omniprésent. Dans les omniprésents. Omniprésent. C'est l'un des agrégats, oui, on est d'accord, mais c'est quand même un facteur mental, ouais. Oui, oui. Ok, oui, bravo, bravo. Ah, c'est magnifique. Ok, donc ça, c'est vos devoirs à la maison pour la semaine prochaine. Non, non, Est-ce qu'on non. peut régler ce problème que Acharya Dharmakirti le grand et noble, Acharya Dharmakirti, révéré universellement dans cette pièce, dans ce groupe, comment est-ce que il dit ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Et là, on est en train de dire une conscience visuelle va laisser une graine, cette graine va à nouveau engendrer une conscience. Oui, mais elle n'est pas la cause substantielle alors. Donc, elle n'est pas la cause substantielle. Ah, c'est pas la cause substantielle. Si on dit que ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas engendrer de la conscience, et si la graine n'est pas est un facteur composé non associé, il faut penser qu'elle n'est pas la cause substantielle. Ah, bon. Une cause substantielle est de même nature. On est d'accord. Alors, de même nature, attention, parce que par exemple, ok. De même nature. Le bois et la cendre, par exemple. Oui, par exemple, le bois et la cendre. Oui. Ah, Thomas a trouvé un contre-exemple. Le bois et la cendre. Vous brûlez la table. Oui. Parce que vous en avez marre, elle est moche, ou vous êtes cogné le pied dedans. Brûlez la table. Qu'est-ce qu'elle va donner ou pour avoir chaud? Qu'est-ce qu'elle va donner? Des cendres. Et la nature des cendres et la nature de la table. C'est la même substance, non? C'est la même substance. Alors en fait, attention, chez les Sautrantika, une cause et son effet sont nécessairement des substances différentes. Ah ouais. Mais Dominique, sont nécessairement des substances différentes. Faites attention. Hein. Oui, Dominique, ça ne peut pas être la même substance parce que si je brûle une pomme de terre, ça va donner de la cendre aussi. Alors c'est la même entité substantielle. Non, c'est pas la même entité substantielle. Non, ça ne peut pas être la même entité substantielle. Non. Une cause et son effet, ouais, parce que être une même entité substantielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir être perçu simultanément par la même conscience. Par la même conscience. Alors, pas simultanément, parce que je peux voir, par exemple, Marie et Thomas en ce moment. De façon non séparée. Simultanément. De façon non séparée. Très bien, de manière non séparée. Ça veut dire que deux phénomènes qui sont une même substance apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Voilà. Ouais, une même entité substantielle ou une même substance, comme vous voulez. Une même substance, c'est plus facile à dire. Et en sanskrit et en tibétain, c'est juste une substance. C'est juste marqué comme ça, une substance. Ouais. Ok. Bon. Alors. Ok, donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la cause et son effet n'apparaîtraient pas séparément, puisque la cause et son effet doivent apparaître séparément. Absolument. Au moment de la cause, on ne perçoit pas l'effet. Quand on perçoit l'effet, on ne perçoit plus la cause. Donc la cause et l'effet apparaissent séparément à une perception directe. Donc sont nécessairement des substances différentes. Non seulement différentes, mais en plus contradictoires. Rien ne peut être une cause et son effet. Exactement comme une conscience et un facteur mental sont
pardon, une conscience et un facteur composé sont nécessairement contradictoires. Ouais. Alors, À aucun moment, la pousse peut être. Ah, là, il va y avoir beaucoup de réflexions jusqu'à la semaine prochaine, hein. et en quelques-uns sont mis. Donc, il faut essayer de résoudre ce problème-là. Comment est-ce que si le grand est noble, sublime, incroyable, Acharya Dharmakirti dit ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Il dit même il est établi que Cheyandrup, il est aussi établi que la conscience, ce qui n'est pas de la conscience, ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Ok. Et donc, Raison, la graine ne peut pas être la cause substantielle de la ah, il va y avoir des débats à la maison. On peut dire que comme la conscience visuelle est la cause substantielle de la graine de la conscience visuelle, Oui. du coup la conscience visuelle est la cause substantielle de ce qui N'est pas de la conscience. Parce que la graine de la conscience visuelle n'est pas de la conscience. Ah, donc on contredit. Ah, ça veut dire que oui, Thomas a un début de solution. Il va écrire un commentaire au Pramana Vartika de Acharya Dharmakirti. Il avait vu. Par exemple, hier, vous aviez une conscience visuelle. Et aujourd'hui, vous avez une conscience visuelle. Et dans la nuit, c'était une graine. Mais la conscience visuelle d'hier est quand même la cause substantielle de la conscience visuelle aujourd'hui. Ce sera sa cause substantielle indirecte. Ah, c'est un début de réponse, pourquoi pas? Ok, cachez votre joie. Oui, Eustache? Quand on a parlé tout à l'heure de l'intention, donc qui est une cause substantielle donc d'une graine, donc du karma, est-ce que ce karma, tu as dit tout à l'heure, donc ça produit une sensation plaisante ou déplaisante? Et qu'est-ce qui se passe si pour la personne, en fait, si elle ne s'accroche pas sous cette sensation ni plaisante ni déplaisante, elle n'en fait absolument rien, en fait, c'est comme si ça passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la graine? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la graine? Donc la graine germe et donc elle donne un effet. Après, est-ce que ça veut dire nécessairement que la graine est purifiée? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, la graine cesse parce que son effet vient. Ouais, une graine, quand on dit qu'une graine donne son effet, elle doit nécessairement cesser d'exister pour donner son effet. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas coexister à son effet. Une graine et son effet ne peuvent pas coexister. Ouais. Mais l'effet la graine est... déplaisant, si en fait on a réussi à trouver une façon de gérer dans le sens où on ne le laisse prendre ni ce côté plaisant ni ce côté déplaisant, donc cette graine en fait a germé et du coup comme ça ne produit rien ou on s'accroche sur rien, en fait elle disparaît. Oui, donc ça a produit quand même quelque chose, ça produit une sensation, Ah oui. mais elle disparaît. Si elle produit son effet, elle doit disparaître. Ouais. Mais souvent on dit dans les cercles bouddhistes que dès l'instant où on éprouve un fruit karmique, on purifie un karma. Pas nécessairement purifier un karma, ça veut dire éliminer des graines avant qu'elles germent en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire purifier un karma. Mais au moment où elles germent, on ne peut pas vraiment dire qu'on purifie un karma. On éprouve le fruit et la graine cesse. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Ouais. Voilà, mais Très bien. Entre deux éléments, il peut y avoir que deux choses, soit une relation causale, soit une relation d'entité. Oui. Bon. S'ils ont une relation. S'ils ont une relation. Donc, est-ce que la graine et la conscience, c'est-à-dire le non composé et la conscience, ont une relation? Ah oui. Bon, donc c'est soit causal, soit un problème d'entité. Oui, parce que relation, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas cela, cela ne survient pas. Ouais. Donc, soit causal, soit entité. Soit relation d'entité. Alors, ça ne peut pas être causal puisque ce n'est pas de la même entité, enfin, ce n'est pas de la même substance, je ne sais pas comment tu vas dire. Ce n'est pas un continuum substantiel puisque un facteur non composé non associé ne peut pas donner de la conscience. Ah bon? Ben, c'est ce que tu as dit. C'est pas ce qu'on vient de dire. Quand on a dit on s'endort, la conscience visuelle devient une graine et cette graine, une latence, et donc une graine. Cette graine, au moment du réveil, donne une conscience, non? Donc, ce n'est pas une cause substantielle. Ah bon? Ah, c'est une condition coopérante, donc ça veut dire que si c'est une condition coopérante, ça veut dire que la conscience visuelle doit continuer d'être là. C'est
Elle est là, mais non manifeste. Elle est là, mais non manifeste, donc elle est latente. Donc c'est une Ouais, graine. oui. Donc c'est une graine. Oui, c'est une graine, elle est substantielle. Donc c'est infernal ce truc. C'est comme ça qu'on formule les choses. Hein. Okay. Donc là, on est bon. On est bon, donc ça veut dire qu'on contredit Acharad al-Makiti. On va écrire un commentaire au Pramana Vartika en disant Acharad al-Makiti n'était pas très bien réveillé ce jour-là quand il a dit Nashemim, Banam Shekin, Yeremi, Bechi, Anjou. Ok, très bien, donc on y reviendra. On y reviendra, on a encore du temps, ouais, c'est super. Ok, donc, quoi qu'étant associés, l'esprit et le corps sont associés, on est d'accord, comme on a dit, on a un cerveau humain, donc on a une conscience humaine. Ok, donc ils sont associés. Ils ont en effet des causes substantielles différentes. Ok, donc la continuité de la conscience a ses propres causes substantielles et la continuité du corps a ses propres causes substantielles. Très bien. Cela entraîne que le développement et l'amélioration de l'esprit ne sont pas limités à ceux du corps. C'est exactement ce que dit Acharad al-Makiti dans le même texte. Il dit qu'on peut développer notre esprit jusqu'à l'éveil. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas de limite assignable, contrairement au corps. Le corps, vous pouvez, si vous vous entraînez au Fosbury, vous pourrez sauter. C'est quoi le record du Fosbury? Oh, mais je connais déjà pas le truc. 6 mètres, c'est les gens qui passent au-dessus d'une barre, qui sautent au-dessus d'une barre. Ou si vous... ou saut à la perche. C'est pas tout à fait la même chose, le saut à la perche. Le Fosbury, c'est quand tu sautes sans perche. Ok, donc le saut sans perche. Okay. Il y a un record mondial, si vous regardez sur un Google Rinpoche, il vous dira. Ça doit être 6 mètres, quelque chose comme ça, ouais. Ok. Mais le corps humain a ses limites naturelles, il ne pourra jamais sauter 1000 mètres. Ouais, on n'est pas des puces. On n'est pas des puces géantes. Et donc, le corps humain ne peut pas sauter 1000 mètres. Ouais, parce que c'est juste physiquement impossible. Avec le poids du corps, avec l'ossature, etc. On se briserait les pattes. Les jambes, si on devait pouvoir sauter comme une puce. Ok. Et donc, ça veut dire que le corps a ses limites assignables. L'esprit, pas du tout. On peut entraîner l'esprit à la compassion, par exemple. Encore et encore. Elle ne va faire que se développer. On peut entraîner l'esprit à la sagesse. Encore, jusqu'à obtenir l'éveil. Ouais, ça vous parle? Ok, donc ça nous motive à méditer, en fait. On se dit, c'est possible. Ok, très bien. Le continuum du corps cesse avec la mort, ce qui n'est pas le cas pour l'esprit. Donc bien sûr qu'on parle de l'esprit subtil, la conscience subtile, surtout celle qui est mentionnée dans les tantras supérieurs. Ouais. Le corps étant composé de matière, oui, kanta en sanskrit ou bempo en tibétain, possède une structure organique ou anatomique, ok, à la différence de l'esprit. Oui, ça veut dire que la définition de matière, c'est quoi? Atomiquement. Établi Atomiquement établi. Atomiquement établi. Oui. Ok, ça veut dire que ce sont des atomes qui fabriquent cette matière. Ok. Alors que l'esprit est clair et cognitif. Ouais. Ok, très bien. Donc ce dernier, donc l'esprit est un phénomène impermanent. Ouh là là, il y a un anitya dharma. On n'est pas obligé de mettre dharma, on peut mettre juste anitya, ça veut dire impermanent. Ok. Et en tibétain, mitar veche. Ok, là c'est pareil, on peut enlever che, mitar pa, ça suffit. Donc ça peut être soit le substantif, soit l'adjectif dans ce cas-là. Okay. Donc il change moment par moment, c'est ça que ça veut dire, ouais. Impermanent. La définition d'impermanent, c'est kshanika en sanskrit, ça veut dire instantané, momentané. Oui, qui change d'instant en instant, c'est ça que ça veut dire impermanent. Ça ne veut pas nécessairement dire que le continuum cesse. Ouais, vous êtes d'accord? Impermanent, quand on parle de l'impermanence grossière, là, on parle d'un continuum qui cesse. Ouais, par exemple, une fleur qui s'éteint, une bougie qui s'éteint, une fleur qui fane, etc. Ouais. Il est temporairement permanent, c'est ça? Alors là, on parle de l'impermanence, attention. Hein. Ouais. Ok. Donc, on pourrait dire en effet, oui, qu'un phénomène est temporairement impermanent. Ok. Donc, par exemple, la fleur est temporairement impermanente, parce qu'elle est temporaire et elle est impermanente. Ok. Pourquoi pas? Et donc là, on parle de l'impermanence grossière. Grossière, pourquoi? Parce qu'elle est directement perceptible. Mais l'impermanence subtile, c'est le changement instantané, qui change d'instant en instant. Ouais. Et donc, ça ne veut pas dire nécessairement la rupture d'un continuum. Donc, il n'y a pas d'entité pour l'impermanence subtile. Il n'y a pas d'entité, comment ça? Mais ça si. change d'instant. Mais
Alors, si on dit qu'il y en a pas, ça n'a pas d'entité, ça veut dire que ça n'existe pas. Parce que pour qu'un phénomène existe, il faut qu'il ait son entité. Et pour qu'il y ait même changement d'instant en instant, de quoi? Donc, d'une entité. De quelque chose, oui. Ouais. Obligé. Ouais. Mais après, pour les prasangika, on pourra avoir plus d'approfondissement. Mais là, on est obligé de dire qu'une entité, ça veut dire un existant, une nature, etc. Ouais. Ok, bah c'est super. Ok, donc, l'esprit est un phénomène impermanent, vous êtes d'accord? Et l'esprit subtil, la conscience mentale, change d'instant en instant, mais est éternel. Non? Infini. N'est pas éternel. Je crois qu'on avait dit qu'elle est temporairement permanente. Ah, alors quand on parle du permanent, mais là on ne parle plus du permanent, on parle des impermanents. Ouais, la conscience est impermanente. Elle est éternellement impermanente. Voilà. Elle est éternellement impermanente. Elle a toujours été là. Si on parle de la conscience subtile, la continuité de la conscience subtile, il n'y a pas un jour où il y a eu un début au continuum de notre conscience. On a toujours été là. Ouais. Tu te rends compte, Dominique, tu as toujours été là? Oui. Tu n'as pas toujours été là. Alors Dominique n'a pas toujours été là. Le continuum. Le continuum, oui. Le continuum. Ok. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est le continuum de conscience. On va mourir un jour. Le continuum de conscience a toujours été là. Il n'y a pas de premier moment à un continuum de conscience, oui. Parce que s'il y avait un premier moment à un continuum de conscience, ça voudrait dire qu'à l'instant 1, il y a de la conscience, et à l'instant 0, il n'y avait pas de la conscience. Et donc ça voudrait dire que l'instant 0, c'était une absence de conscience qui a engendré de la conscience. Comment est-ce qu'une absence pourrait engendrer de la conscience? C'est pas possible. Et comment une absence peut générer des consciences de toi, de lui, de nanana? Non, il est en train de dire que ça n'existe pas. Oui, mais quand même. Ah ben non. Il vient de dire qu'il faut une entité pour nier une entité. Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le continuum de conscience est lui-même produit par un moment immédiatement antérieur, qui lui-même est produit par un moment antérieur, etc., etc. Il n'y a pas de premier moment. S'il y avait un premier moment, ça veut dire qu'une absence de conscience engendrerait de la conscience. Comment c'est possible qu'une absence de conscience engendre? C'est parce que une absence de conscience, c'est permanent. Une absence ne peut engendrer qu'une absence. Elle ne peut rien engendrer, parce qu'elle est permanente. Oui, c'est elle est permanente. Pour résoudre ta question, ils ont dit qu'il n'y a pas de premier moment. Il n'y a pas de premier moment. Mais c'est un petit peu comme le même principe qu'avec le Big Bang. Avant, on disait qu'il y avait le Big Bang, il y avait un premier moment de l'univers, etc., qui viendrait de rien, ex nihilo. Mais comment est-ce que le rien peut engendrer l'existant? Ouais. Donc là, ce serait le même principe. Ouais, ça vous parle? Ben ouais. Oui. Ok. Très bien. Très bien, il nous reste 6 minutes. C'est merveilleux. Voilà. Ok. Très bien, moment par moment. Et donc, dont la nature est dite claire-lumière. Et donc, claire-lumière, il y a beaucoup de façons de l'envisager. Il y a la claire-lumière sujet, donc ça, c'est la conscience, en effet. Et il y a les claires-lumières de manière beaucoup plus subtile. Il y a la claire-lumière en tant que vacuité, par exemple. Dans la perfection de sagesse, en 8000 versets, le Bouddha dit Sem machite sem geranchi uesewa. Il dit il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas d'esprit, la nature de l'esprit est claire-lumière. Ouais. Et donc, ça veut dire que claire-lumière, dans ce cas-là, il parle de la vacuité de l'esprit. Oui, donc, claire-lumière, ça peut renvoyer à la claire-lumière objet dans ce cas-là. Mais ici, dans notre contexte, c'est la claire-lumière sujet. C'est-à-dire clarté, luminosité, c'est-à-dire que c'est non matériel, ça permet que les objets apparaissent clairement et ça connaît les objets. Comme un miroir en 3D, en fait. Un miroir en 3D qui connaît ses objets. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Là, on est chez le Sutrantika encore. Hein. Mais là, tu as parlé des Prasangika quand tu expliques comme ça. En disant. Alors, quand on parle de sutra de la perfection de sagesse, oui. Et encore, on peut l'interpréter comme les Chittamatra, hein, le sutra de la perfection de sagesse. Ok. Originellement pur par nature, l'esprit est pollué par des souillures adventices. Ouais. Ok. L'oburgi jima, c'est un D, c'est pas un T. Oui, l'oburgi jima en tibétain. Ok. Qui résulte d'une incompréhension de la nature réelle des choses, et ce depuis des temps sans commencement. Ok. Donc ça, vous le savez, c'est le samsara, ouais. Le samsara, les vraies souffrances, les vraies origines, etc. Ok.
Donc, les vraies origines, c'est de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est important de connaître ce qu'est l'esprit, parce que les vraies origines, c'est quoi? C'est caca. C'est caca. C'est karma avec les chats. Et qui a existé Donc, les vraies origines, c'est caca. depuis toujours aussi. Et ça existe depuis toujours. Le samsara existe depuis toujours. Ouais. Il n'y a pas eu un âge d'or où on était libéré et on a croqué une pomme et on a connu la Dans souffrance. l'Éden. Pas du point de vue bouddhiste. Ouais. Ok. Donc le samsara n'a pas de début mais peut avoir une fin. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui ont un début et une fin, des phénomènes qui n'ont pas de début et pas de fin, des phénomènes qui n'ont pas de début et une fin, et des phénomènes qui ont un début et pas de fin. D'accord. Ok, très bien. Le samsara, ça fait partie des phénomènes impermanents. Ok, comme vous le savez. Il y a des phénomènes impermanents qui ne cessent jamais, comme le continuum de la conscience. Il y a des phénomènes impermanents qui cessent d'eux-mêmes, par exemple une fleur. Et puis même, Et il y a des phénomènes impermanents qui ne cessent que si on fait quelque chose. ouais. Le samsara ne cesse que si on fait quelque chose. Si on ne fait rien, il s'entretient de lui-même. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, et donc justement, connaître l'auric, ça fait partie des clés pour comprendre comment fonctionne l'esprit, comment être de plus en plus en accord avec la réalité, et donc éliminer le samsara pour nous-mêmes et les autres. Ouais. C'est enregistré la leçon d'aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui. Et puis on a Donc, oui, le lien pour le voir, oui, le oui, tout, tout à parce fait. que je me suis dit si je n'y suis pas. Je vous l'enverrai. Ouais. Donc ces souillures peuvent être enlevées et l'esprit ainsi totalement purifié. Ouais. Donc ça, il faut le certifier aussi. Est-ce que les souillures appartiennent à la nature de l'esprit? Non. Si c'était le cas, ce serait comme si on voulait enlever, je ne sais pas moi, De l'homme. des molécules, des molécules matérielles d'une table. Si on voulait enlever les molécules matérielles d'une table, qu'est-ce que ça donnerait? On n'aura plus de table. Ouais. Donc si on enlève toutes les molécules, toutes les atomes d'une table, on ne peut plus avoir de table, puisque les atomes font partie de la nature de la table. Ouais, alors que là, les souillures ne font pas partie de la nature de l'esprit. On peut séparer l'esprit de ces souillures. Ok, et ça, il faut bien sûr le certifier grâce à la méditation, etc. Et donc certifier la possibilité du nirvana et de l'éveil. Puisque sinon, si on ne sait pas que l'éveil est possible, comment y aspirer? Ouais. Comment aspirer à l'éveil si on doute que l'éveil soit possible? Ouais, si on se dit, bah, c'est juste une légende, c'est juste un mythe d'il y a 2600 ans. Aujourd'hui, on a Netflix, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, on a la science et tout. Donc l'éveil, c'était une légende sympathique à l'époque du temps du Bouddha. Mais non, pas du tout. L'éveil est toujours possible, encore maintenant. Ouais. Donc il faut certifier. Ok. Très bien. Ok, donc là, on va entrer dans le dur du sujet à partir de la semaine prochaine, à partir de la page 28. Donc bien sûr qu'entre-temps, vous pouvez lire le texte, et si vous avez des interrogations, vous pouvez bien sûr les formuler. Si vous voyez qu'il y a des petites coquilles, vous pouvez nous les formuler aussi, comme ça on corrigera le texte au fur et à mesure. Ouais, ouais, ça vous parle? On va avoir un Ok. petit indice là pour réfléchir pour la semaine prochaine. Quoi? Un petit indice pour réfléchir. Un indice? Ou l'appel à un ami? L'appel à un ami, alors j'ai pas le 06 d'Acharya Dharmakirti. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve donc là, normalement la semaine prochaine, hein, je crois. Hein. Ouais. Ouais, Merci. ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait Au plaisir. revoir. Et puis, bonne semaine. Merci. Et les débats, c'est ce soir. Ciao. Oui, oui, oui. Oui.